Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler d'un sujet sensible, celui de l'indépendance du Congo, empoisonnée par les Congolais eux-mêmes. Je ne vais pas m'appesantir sur la France-Afrique, non plus sur la France, le colonialisme, les néocolonialismes aujourd'hui qui est entretenu en grande partie par les Congolais eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, je pense que les Congolais sont tous à la fois responsables et coupables de l'indépendance empoisonnée. Ils sont aussi à la fois acteurs et victimes de cette indépendance empoisonnée. Et alors, la question que je me pose, cette indépendance, elle est empoisonnée par qui? Et pourquoi? Et vers quoi? Pour répondre à cette question, je vais ici vous étayer 3 facteurs essentiels qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville. Le premier facteur est anthropologique, le deuxième culturel et le troisième sociétal. Commençons d'abord par le premier facteur anthropologique. Vous savez que la liberté, la dignité, le courage, le sens de l'intérêt général, du bien commun, est ancré dans le sang, dans l'ADN. C'est l'expression de certains gènes. Vous savez que ici, par exemple, en Occident, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. On dit non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est insupportable. On s'indigne, puis on agit. Et on avance. Mais nous, en Afrique, cet état d'esprit de la dignité, de la liberté, du courage d'oser dire non et de construire un écosystème sociétal commun est difficile à réaliser. Et je dirais même impossible. Vous savez que certains anthropologues européens et d'ailleurs même français l'avaient déjà constaté pendant l'esclavage et la colonisation. Et aujourd'hui, les néocolonialistes, que les Africains avaient tendance, et surtout les Bantous, beaucoup d'individus avaient tendance à privatiser l'esprit même de l'intérêt général. Mais on a pu par exemple voir que les Africains jouirent de l'esclavage ou de la colonisation. Ils étaient là pour mater leur propre population. Ça, c'est le constat. Et ce qui se voit d'ailleurs aujourd'hui avec les dictateurs, il y a comme une forme de jouissance à la privatisation de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, au fond des choses, c'est d'abord la question des problématiques de l'être. Je n'ai pas le monopole du moralisateur. Je soulève seulement des problématiques et des questionnements existentiels. Oui, parce que je suis d'abord un humain, un individu, puis un intellectuel aussi. Un intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets variés, qui touchent non seulement les droits humains, les droits fondamentaux, et surtout le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, etc., etc. À l'éducation aussi. Mesdames, Messieurs, la question que je me pose, est-ce que nous, Bantous, et notamment Congolais, est-ce que nous avons franchi déjà la barrière de la raison? Vous savez que la raison
est l'une des caractéristiques majeures qui distinguent fondamentalement l'homme des animaux. Quoique certains animaux peuvent être raisonnables. J'ai pu par exemple voir qu'un guépard avait tué sa proie et qu'autour il y avait des hyènes qui autour de sa proie. Et il a dit non mais laisse tomber. Il a laissé la proie, il est parti. Donc il est raisonnable. Je pense qu'il a dû penser que bon ben, je ne vais pas me blesser, et, bon ben, je laisse tomber et je vais. Mais nous, en Afrique par exemple, quand on voit les dictateurs qui s'accaparent, ou même les intellectuels, tout le monde qui s'accapare des biens communs, on lui dit non, laisse tomber, ça ne marche pas, c'est raté, allez faire autre chose, laissez les autres continuer à réfléchir et à avancer, mais là, ce n'est pas possible, ils ne lâchent pas les morceaux. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils s'attachent comme des guibolles avec des ventouses qui ne peuvent que partir par la violence, par la mort, etc. etc. Ce qui passe, il pose d'ailleurs les problématiques de la barrière entre l'humanité et l'animalité. Oui, il faut noter au passage les problématiques de l'esprit critique. En Afrique, par exemple, si on critique quelqu'un, vous devenez son ennemi. Et surtout quand on attaque les hommes politiques. L'homme politique est d'abord là pour diriger, gouverner et surtout faire avancer l'intérêt général. Mais là-bas, une fois qu'ils sont au pouvoir, on ne peut plus les critiquer. Quand on les critique, et on voit souvent des assassinats politiques, la violence, la torture, les emprisonnements et tout ce que vous connaissez. Surtout quand il a les moyens de l'État avec lui, la police, les armées, les comptes publics et autres, ça devient à lui-même. Donc c'est lui. Bon, il se pose aussi les problématiques de la conscience. Nous en avons en fait deux. Il y a la conscience psychologique, celle liée à la raison. Voilà, est-ce qu'ils sont raisonnables? Pourquoi, quand tu vois que ça ne marche pas, il ne peut pas être raisonnable et dire non, mais laisse tomber, bon, ben, je vais faire autre chose. Mais non, là, ils sont toujours à s'attacher à ce bien-là. Le sens de l'intérêt général est décliné au profit de l'intérêt particulier ou partisan. Mais il y a aussi la conscience, la barrière de la conscience morale, celle du bien contre le mal. Il y a des choses qu'on peut dire non, mais je suis raisonnable et j'ai une certaine conscience morale. Les choses que j'ai faites, c'est pas bien pour l'intérêt général. C'est pas bien, c'est pas mon bien, c'est pas un État, un pays, les comptes publics, etc. Les biens de l'État ne sont pas les biens, la propriété privée. Mais eux, ils n'arrivent pas à distinguer cela. Bien entendu, l'éducation est au cœur de l'enjeu. Oui, celle de la transmission intergénérationnelle de certains principes et valeurs. Oui, d'abord les valeurs de la liberté, de la dignité, du respect, du bien commun, du sens de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, alors, je vais passer au deuxième facteur, le facteur culturel. Vous savez qu'en Afrique, il y a toujours les problématiques des tribus. Vous savez que par exemple au Congo, nous en avons 65. Vous savez qu'avant d'être homme politique ou intellectuel au Congo par exemple, on est avant tout d'appartenance tribale. On a tendance à confisquer le bien commun au service de l'intérêt tribal ou particulier. Le népotisme tribal est bien là. On s'accapare de tous les moyens de l'État au service de soi-même et de sa tribu. Ce qui en soi est déjà un problème moral et c'est récurrent, c'est immuable. Oui, surtout quand ils sont dans le trou, ils contestent, ils protestent et autres, mais quand ils reviennent à la lumière, et ça recommence. Mesdames, Messieurs, c'est bien entendu que la culture est au cœur de l'enjeu. L'éducation. Est-ce que nous, en Afrique, on transmet certaines valeurs, celles de ces principes et valeurs du vivre ensemble, du bien commun? Voilà. Donc, il me semble qu'ils ne tiennent pas compte de ces facteurs éducationnels. L'éducation n'est que là pour... L'éducation en Afrique, on n'éduque pas l'individu, on élève l'individu.
avec soi-disant des droits d'aînesse. Vous connaissez tous ces problèmes-là. Donc, cela pose problème pour tout le monde. Et les impacts sont toujours là. Le troisième facteur est sociétal. D'abord, je reviens sur la conscience de l'individu. Elle est toujours le reflet de la société d'appartenance, au cœur de l'enjeu. Il y a toujours la problématique de la conscience psychologique, la barrière de la raison, et aussi de la conscience morale précitée, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Bien entendu, c'est les Bantous, et notamment les Congolais. Il me semble que les émotions, les formules magiques, la sorcellerie, etc., passent avant tout devant la raison, le droit, la morale, et qui tous regroupés posent déjà des problèmes, ce qui en soi est déjà un problème. Mesdames, Messieurs, alors, l'indépendance du Congo est empoisonnée par qui? Et pourquoi? Et vers quoi? D'abord par les trois facteurs précités. Et pourquoi? Parce que au Congo, nous sommes tous responsables et coupables. Nous sommes tous acteurs et victimes. Voilà, nous ne parlons pas surtout des problématiques des élites africaines, que j'appelle des pseudo-élites, parce qu'ils n'ont pas intégré, à cause des facteurs précités, ils ne cherchent pas à avancer. Vous savez, la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais eux, c'est toujours la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises, des mêmes maux et des mêmes problèmes et des mêmes problématiques. Mesdames, Messieurs, notons au passage la situation des droits humains. Ils sont tous bafoués depuis que le colon est parti. On voit qu'il y a une dégradation des droits humains en Afrique. Ne parlons pas des crimes de sang, de masse, des génocides et autres. Mais est-ce que c'est le colon qui vient demander à l'échelle, par exemple, locale, d'un maire ou d'un député d'une famille ou d'un père de famille de détruire son prochain, de ne pas comprendre le sens de l'existentiel, le sens existentiel et surtout des droits fondamentaux, des droits humains, de la condition humaine? Oui, ils sont tous dégradés. Bon, bien sûr que les facteurs précités sont souvent en antagonisme, puisqu'ils n'arrivent pas à avancer, les Africains n'arrivent pas à déjouer les problématiques, les facteurs précités. Bon, les questions de l'idéal républicain, de l'unité nationale, etc., du progrès social, toujours, elle est toujours en berne. Mesdames, Messieurs, enfin, l'indépendance de l'Afrique ou du Congo-Brazzaville est empoisonnée. Et vers quoi? Je dirais, sur ce point, je dirais que c'est d'abord les problèmes de régime politique. Oui, parce que quand on vient au pouvoir, quand on est un homme politique, on est d'abord là pour l'intérêt général, exercer le pouvoir pour l'intérêt général. Il me semble que les régimes politiques, par exemple en Afrique, sont toujours les mêmes, n'ont jamais changé. Bon, voilà. Les problèmes des régimes dictatoriaux ou les dictocraties claniques, tribales. En parlant aussi des problèmes des démocratures, condensation, pseudo-démocratie, ethno-régionalistes, où les majorités ethno-régionalistes, quand il y a les élections présidentielles libres et transparentes, c'est toujours l'expression de ces majorités compactes, ethnocentriques ou ethno-régionalistes. Donc, les problématiques des courants de pensée, des projets de société ne sont pas en mesure. On va voter seulement pour sa tribu, pour celui qui est le représentant de sa tribu. Et c'est là pour dire le problème, parce que les pseudo-élites ou les pseudo-politico-intellectuels ou politiciens, bon, utilisent leur tribu comme du bétail humain ou électoral. Et par conséquent, réduisent au silence l'esprit même de la contestation et des soulèvements des problématiques liées aux droits humains, à la condition humaine, etc. Bon, donc,
l'Afrique, qu'est-ce que nous cherchons en ce moment? Donc nous entretenons nous-mêmes les néocolonialismes. Oui, donc nous allons vers les néocolonialismes toujours, entretenus par ces gens qui sont là à cause de ces facteurs précités, qui sont toujours en antagonisme, qui n'arrivent pas à s'en sortir de cela. Bon, bien sûr que vous savez que dans les années, j'ai eu à rencontrer certaines personnes qui ont dit que pendant la colonisation, les gens vivaient mieux. Maintenant, depuis qu'il y a cette pseudo-élite ou ces pseudo-politiciens, les conditions humaines sont désastreuses. Mais donc les gens disent, ah, pourquoi pas? Et demain, que l'Afrique soit recolonisée. S'il s'agit de laisser ces gens continuer à détruire non seulement leur écosystème sociétal, mais aussi, surtout, urbain et aussi naturel. Parce qu'ils ne pensent pas au centre de l'intérêt général. Alors pourquoi viennent-ils, si en Occident, nous, ces intellectuels, moi-même d'ailleurs, donner des leçons de relations sociales alors qu'ils ne sont pas en mesure de voir même le sens de l'intérêt général. Voilà. Donc, vous savez que être homme politique ou ministre, président, autre n'est pas un métier. C'est une fonction, c'est une vision, c'est un engagement, c'est un état d'esprit, celui de l'intérêt général. C'est aussi une dimension civilisationnelle, c'est d'avancer au niveau des droits humains, des droits fondamentaux, de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins, au cadre de vie, à la mobilité, etc., etc. Mais ils ne sont pas en mesure. Il suffit de voir, les villes africaines sont des villes déstructurées. Donc c'est un problème de la structuration et d'organisation de la condition à cette échelle-là. Bien sûr, toujours ces facteurs précités sont toujours là pour entretenir cet état d'esprit décivilisationnel, déshumanisme et somalisant. Mesdames, Messieurs, je voulais ici terminer ma vidéo pour dire que le problème, pour conclure, est que le problème qui se pose aujourd'hui au Congo-Brazzaville sont 100% liés à nous-mêmes. Il ne suffit pas de trouver des boucs émissaires. Non, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Donc, si on pouvait penser les problèmes du pouvoir, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation, nos modes de pouvoir politique révisité, des pouvoirs autogérés, d'en bas vers le haut, de l'échelle tribale. Moi, je connais les intous de ma région ou de ma tribu. Je peux aller chercher des partenaires à l'étranger et développer ma tribu. Et le fédéralisme doit être au cœur de cet enjeu au niveau du Congo. Les pouvoirs autogérés à l'échelle tribale. Nous pouvons avoir une diversité de zones tribales, hein, des écosystèmes urbains, des infrastructures à l'échelle tribale. Puisque quand on est au pouvoir, on veut toujours travailler pour sa tribu. Alors, allez directement travailler devant votre tribu. Et à ce moment-là, on fera ensemble, on mettra ensemble des solutions pour la répartition des compétences, des ressources. Et au niveau d'abord tribal, puis national. C'est-à-dire, moi, je connais les atouts de ma région, je répète, je vais diriger ma région ou ma tribu. Et si je suis capable de diriger, de remplir l'intérêt général comme je l'ai fait au niveau de ma tribu, donc je peux être habilité à diriger au niveau fédéral, national. Donc tout est à repenser, la problématique du fédéralisme, de la décentralisation, de la répartition des pouvoirs, au niveau d'abord de la base. Parce que si on laisse le pouvoir centralisé, il est sûr et certain que le népotisme sera toujours là, puisqu'elle n'a jamais changé depuis les indépendances de l'Afrique noire et en particulier du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, les mentalités, les habitudes et les comportements et surtout la conscience de ces Congolais ou de ces Africains ne sont pas aménageables puisqu'ils sont toujours là, humiliables. Mais comment faire? D'où l'enjeu de faire intervenir des nouvelles énergies anthropologiques pour venir réduire au silence
ce genre de mentalité. Donc le métissage sera peut-être la solution de la libération du peuple congolais et aussi peut-être du peuple africain. Parce que sinon, si on laisse libre cours à ce genre de mentalité, il est sûr et certain que les écosystèmes naturels et surtout urbains et sociétaux à l'échelle congolaise et aussi d'Afrique noire seront plus que jamais souillés et dégradés à cause de ces mentalités précitées. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et ce n'était qu'une étape d'une vidéo que je vais argumenter prochainement sur le cadeau empoisonné de l'indépendance de l'Afrique parce que les intellectuels africains ils pensent que l'État c'est comme ils organisent l'État comme l'organisation primitive telle qu'ils ont vécu avant l'arrivée du colon et jusqu'à nos jours. Rien n'a changé. L'Afrique n'a pas changé en fait. On croit qu'on avance, mais non, on recule. Les villes poubelles, les conditions humaines, etc., sont là pour signifier aux yeux du monde que l'Afrique n'a jamais avancé au terme de la structuration, l'organisation et la civilisation de leur écosystème anthropologique et sociétal. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.